Bien, bonjour, nous allons voir dans cette dernière partie le théorème numéro 5, donc qui va être une conséquence du théorème du rang. On va prendre E et F, deux espaces vectoriels de même dimension finie, une application linéaire de E dans F, alors on a l'équivalence entre ces trois choses, F injective, F surjective, F bijective. Donc si F elle est injective, alors elle est surjective et alors elle est bijective. De même, si F est surjective, alors elle est bijective et injective. Et donc du coup, ce qui peut paraître étonnant, c'est que vous avez vu au premier trimestre que des fonctions pouvaient être injectives sans être bijectives, des fonctions pouvaient être surjectives sans être bijectives. Mais là, quand on a des applications linéaires entre deux espaces vectoriels de même dimension, alors l'un implique l'autre. Donc pour ça, on va démontrer ce théorème. D'abord, on peut remarquer que 3 implique 1 et 3 implique 2 sont vrais. Pourquoi elles sont vraies? Parce qu'une fonction est bijective, qui est bijective est injective, et une fonction qui est bijective est aussi surjective. Donc on va faire maintenant 1 implique 3. On va faire et 1 et 2 implique 3. Donc supposons F injective. Alors on sait que F, puisqu'elle est injective, son noyau, il n'y a que 0. Ça c'est le cours qui nous le dit quand on a des fonctions F qui sont des applications linéaires. Et donc si j'applique maintenant le théorème du rang, j'ai que la dimension de E égale la dimension du noyau. Bon, la dimension du noyau, du coup on la connaît, puisqu'il n'y a rien dans le noyau à part le vecteur nul, la dimension c'est 0, plus la dimension de l'image de F, autrement dit c'est le rang de F, et donc si je utilise ce que je sais, je sais que dimension de E c'est égal à la dimension de F, ça fait partie de mes hypothèses. La dimension du noyau, je sais que du coup ça vaut 0, plus la dimension de l'image de F. Et donc ici, on sait que l'image de F, c'est un sous-espace vectoriel de dim de F, de dim de F, et donc, eh bien, s'il y a la même dimension, il y a égalité. Parce que j'ai un sous-espace vectoriel de 1 qui a la même dimension, et après sur le couche la dimension finie, ça me dit que j'ai pas besoin de faire l'autre inclusion, elle est automatiquement vérifiée. Donc ça veut dire que F il est égal à image de F. Et ça veut dire que F est surjective. Voilà. Et donc si elle est injective et surjective, forcément elle est bijective. Donc en fait j'ai démontré que du coup 3, que 1 implique 3. Donc maintenant je vais faire l'autre, je vais faire 2 implique 3. Supposons F surjective. Donc je sais que l'image de F, et bien du coup je sais que c'est grand F. Ça c'est quand j'ai une application qui est surjective. Et donc la dimension de l'image de F, c'est la dimension de F. Donc, si j'applique le théorème du rang, le théorème du rang il n'a pas beaucoup d'hypothèses. Il faut juste que F soit de dimension finie, non, grand E soit de dimension finie, et que F soit une application linéaire. Si c'est le cas, donc ici, dimension du noyau plus la dimension de l'image, mais ici la dimension de l'image c'est la dimension de F. Et en plus ici, je sais que la dimension de E, donc ici cette dimension de F, en fait ici c'est dim de E. Et donc, j'en déduis que la dimension du noyau de F
égale à 0. Et ça, si je me rappelle bien dans mon cours sur les espaces vectoriels, la seule possibilité, c'est que dans le noyau, il n'y ait qu'un seul vecteur, le vecteur nul. C'est le seul espace vectoriel dont la dimension c'est 0. Tout autre un espace vectoriel qui contient autre chose que le vecteur nul est de dimension strictement plus grande que 0, supérieur ou égal à 1. Là, c'est parce que je vais prendre une base. Cette base, elle possédera des éléments. Et donc la conclusion, c'est que f est donc injective, et donc bijective. Et donc, si elle est bijective, et bien donc j'ai bien 2 implique 3. Et donc ça me fait toutes les inclusions dont j'ai besoin. Parce que 3 et 1 est vrai au départ, c'est ce que j'avais. J'avais dit que 1 impliquait 3, donc 1 et 3 sont équivalentes. 3 implique 2 et 2 implique 3, 2 et 3 sont équivalentes, donc tout est équivalent à tout le monde. Et voilà. Même au passage, on a montré que quand c'est injectif, on est surjectif, et quand on est surjectif, on est injectif. Donc la boucle est bouclée, et on a tout le théorème. Donc ça finit la démonstration. Alors, un cas courant de ça, c'est quand E égale F, parce que du coup, l'espace vectoriel d'arrivée aura forcément la même dimension, donc si ça c'est de dimension finie, ça arrive. Et donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on montre, du coup, si on veut montrer un isomorphisme, on n'a plus qu'à démontrer que c'est injectif. Donc on va donner un petit exemple. Donc on nous donne cette fonction qui va de R3 dans R3. Donc déjà au départ, on a bien le même espace vectoriel, donc ils sont de même dimension. Alors si ça avait été autre chose que R3, mais quelque chose de dimension 3, ça aurait marché aussi, mais on a pris R3. Donc on nous demande de démontrer que c'est un automorphisme. Pour démontrer que c'est un automorphisme, il faut réussir à démontrer que f est linéaire et qu'elle est injective. Comme ça, le théorème d'avant pourra nous permettre de conclure. Alors on va démontrer que f est linéaire rapidement. Pour ça, on se prend deux vecteurs de R3. Donc voilà un vecteur de R3 puis on prend un deuxième. Un lambda dans R. Et puis c'est parti, je vais calculer, comme d'habitude, f de x, y, z plus lambda x', y', z'. Donc première étape, je calcule ce vecteur-là. Comme je fais les coordonnées par coordonnées, je fais l'addition. Et bien là, j'ai x plus lambda x', y plus lambda y', z plus lambda z'. Et donc du coup, ça, je peux le voir comme un x secondes, y secondes et z secondes. Et donc je peux calculer f. Donc f de tout ça. Et bien du coup, c'est un vecteur de R3 et qui est la somme de cette valeur-là plus cette valeur-là, d'après la définition. Donc c'est y plus lambda y' plus z plus lambda z'. Donc c'est ça pour la première coordonnée. La deuxième coordonnée, c'est la troisième coordonnée, z plus lambda z' plus x plus lambda x'. Et du coup, la dernière, c'est la première plus la deuxième coordonnée, donc c'est x plus lambda x' plus y plus lambda y'. Donc ça, c'est un peu le bordel parce qu'il y a du x, il y a du y de partout. On met tous les x d'un côté, tout ce qui est x, y, z d'un côté, et on mettra tout ce qui est z, x, y', x', y', z' de l'autre. Donc le premier, donc quand je garde que ce qui est pas en prime, j'obtiens x plus z. Le deuxième, j'obtiens z plus x. Et le troisième, j'obtiens x plus y.
Et tout ce qui reste est factorisable par lambda, donc je factorise par lambda. Et puis il va rester plus ou moins la même chose. Y' plus Z', Z' plus X', et X' plus Y'. Et donc là c'est magique, je reconnais F, l'image de mon premier vecteur, plus lambda fois le deuxième vecteur, X', Y', Z'. Voilà, donc F est linéaire. F, elle est linéaire de R3 dans R3. C'est donc un endomorphisme de R3. Donc je vais démontrer que F est injective. Comment on démontre que F est injective? En regardant ce qu'il y a dans le noyau. Donc je vais me fixer un vecteur dans le noyau appartenant à Kerf. C'est-à-dire quoi qu'il est dans le noyau? Ça veut dire que l'image de ce vecteur f de x, y, z égale au vecteur nul. Alors ici c'est le vecteur nul de quel espace vectoriel? C'est le vecteur nul de R3. C'est le vecteur 0, 0, 0. Et puis je calcule ce vecteur. C'est y plus z, z plus x et x plus y. Donc c'est ce vecteur-là de R3 que j'ai. Égale au vecteur 0, 0, 0. Et du coup, je vais enduire trois choses. D'une part, y plus z égale 0, z plus x égale 0, et x plus y égale 0. Alors comment on va résoudre ce système-là? Eh bien, si je fais la différence de la première moins la deuxième, les z s'en vont. Donc j'aurai y moins x égale à 0. Bon, la deuxième, je la recopie du coup. Z plus x égale à 0. Et du coup, x plus y égale à 0. C'est équivalent, bien sûr. Et alors là, je dis à l'oral quelle opération j'ai fait, mais vous, à l'écrit, ce serait bien de marquer que L1 devient L1 moins L2. Ça vous permet de mieux suivre. Et donc, du coup, si je somme L1 avec L3, les x s'éliminent, j'obtiens 2y égale 0, donc j'obtiens que y égale 0. Dès lors, la troisième équation me donne que x égale 0. Et du coup, la dernière, maintenant que je sais que x vaut 0, z vaut 0. Donc le noyau de f eh bien j'ai pris un élément dans le noyau de f et j'ai démontré qu'il était nul, donc le noyau de f est inclus dans le singleton vecteur nul. Bon, évidemment, la inclusion est vraie. Ça, c'est toujours vrai. Pourquoi? Parce que dans un noyau, qui est un espace vectoriel, il y a toujours 0. Hop, ça bug un petit peu. Et donc, ça prouve que f, elle est injective. Et comme elle est injective de R3 dans R3 qui est de dimension finie d'après le théorème d'avant, elle est donc bijective. Si elle est bijective et que c'est un endomorphisme, c'est donc un automorphisme. Et donc ça conclut cet exercice. Hop. On va juste l'écrire calmement quand ça aura arrêté de bugger. Donc, pourquoi ça ne veut pas s'enlever ça? Bon, tant pis. Donc cette inclusion-là est toujours vraie. Donc le noyau de f égale au singleton vecteur nul. F est injectif. Et f va de R3 dans R3, qui est de dimension finie. Donc d'après le théorème qu'on a vu avant, f, c'est un automorphisme. Il est bijectif et linéaire,
qu'on appelle un automorphisme. Quand c'est un endomorphisme qui est bijectif, pardon, c'est un automorphisme. Voilà. Donc il nous reste une dernière partie, mais qui sera facultative, qui va utiliser les isomorphismes pour étudier les suites récurrentes linéaires doubles. Et c'est pas obligatoire de le travailler, mais c'est mieux. Ça vous fera réviser les suites récurrentes linéaires doubles. Certains en ont bien besoin.